on va avancer encore. Vous savez qu'il reste jusqu'à juin 3 rencontres, non? Non, 2 rencontres. Après celle-là. Après celle-là. Ah ouais, ça fait 3. Non, celle-là, elle n'a pas encore eu lieu. Voilà, c'est ça, ça fait donc 3. Voilà, ça fait 3. Vous êtes vraiment trop sympa avec lui. Et alors, on voulait avancer par rapport à la question de l'agir, hein, c'est-à-dire par rapport à la question de l'agir. Alors, c'est que ce soir c'est un peu compliqué parce que vraiment on était très ambitieux, on a préparé tellement que je ne me retrouve absolument plus et tout. Et ce dont on voudrait parler un tout petit peu, c'est, comment on l'avait intitulé? Mais si, on avait dit, tu te rappelles? Vous l'avez noté à la fin. Non, mais c'était pas... Non. Oui, sur la production de soi et de la réalité. C'est ça. Non, c'est-à-dire, l'idée c'est un tout petit peu ça, la production de soi et la réalité. Mais non pas la production de soi par soi, mais la production de quelque chose qui apparaît comme un soi, une réalité, un contexte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui agit? Par rapport à ça, justement par rapport à cet agir qui ne vient pas d'un sujet individuel, etc., je vous recommande chaudement vraiment un bouquin qui vient de sortir aux éditions du Passager clandestin, s'appelle la maison d'édition, qui est un bouquin qui s'appelle Habiter la lutte, et c'est un bouquin d'analyse et d'histoire un peu de la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'effectivement, nous on a considéré toujours que la lutte de Notre-Dame-des-Landes était une lutte exemplaire dans le sens que c'est un exemple de construction d'un nouveau paradigme, non? Pourquoi? Parce que Notre-Dame-des-Landes n'est pas, c'est pas une lutte dans laquelle il y a des militants engagés qui luttent et qui pour une cause, mais c'est effectivement un territoire qui se défend. C'est un territoire qui se défend. C'est-à-dire que les militants humains, pour dire comme ça, non, qui étaient là, les femmes, les hommes qui étaient là, répondent non pas à une décision individuelle par rapport à quel monde ils veulent vivre, etc. Ils répondent plutôt à une exigence de la Terre, pour dire comme ça, à une exigence de cet écosystème qui va disparaître si on les traite de la sorte, non? Et effectivement, dans Notre-Dame-des-Landes, qui a duré des années, cette lutte, cette construction de la lutte, effectivement, on voit quelque chose qui, de notre point de vue, apparaît comme, entre guillemets, ce qui pourrait être un nouveau sujet, un nouveau dispositif de l'agir, dans le sens auquel il n'y a pas quelqu'un qui décide d'agir, au pire encore, vous savez, un tout petit peu, l'engagement supermarché d'aujourd'hui, dans lequel les gens disent « j'ai envie de m'engager », alors ils cherchent les bébés phoques, l'écologie, je sais pas, vous voyez, c'est-à-dire les sans-papiers. Donc comme si, il y a cette vision d'un individu, c'est un peu vu d'un point de vue cartésien, n'est-ce pas, un individu séparé et qui regarde autour de lui à quelle lutte il pourrait adhérer, prêter main forte, n'est-ce pas? Là, dans Notre-Dame-des-Landes, nous avons vu un processus très très intéressant. Ça. Dans Notre-Dame-des-Landes, on a vu un processus très intéressant et qui, à vrai dire, reprend quand même certaines luttes qu'on peut voir en Amérique du Sud, par exemple, contre l'extractivisme. Hein. Il y a aussi un bouquin, consultez les catalogues des passagers clandestins parce qu'il y a 2 ou 3 bouquins qui sont publiés par rapport à l'extractivisme. L'extractivisme, ça veut dire la destruction d'un écosystème par des intérêts économiques, etc., comme toujours. Mais que quand ça arrive, par exemple en Patagonie, quand ça arrive dans le nord-ouest de l'Argentine, en Bolivie, on voit quand même que les vécus, l'expérience des gens qui participent à la lutte n'est jamais une expérience d'une adhésion consciente. Vous voyez, n'est pas une expérience dans laquelle, au nom d'un projet différent de société, vous voyez, on adhère à cette lutte
parce que ça nous intéresse. Au contraire, on est tout à fait dans ce qu'on avait commencé à présenter la dernière fois, la différence entre l'engagement expressif, expression, et l'engagement révélation. Vous vous rappelez, on parlait d'expression et révélation. Bon, là, on est d'emblée dans un dispositif expression. Pourquoi? Parce que quand les Indiens du nord-ouest de l'Argentine, du sud de la Bolivie, bon là, les hauts plateaux, voient qu'on va détruire carrément une montagne pour extraire l'or, ou qu'on dévie par exemple un glaciaire directement pour abreuver l'eau dont il faut besoin pour des usines, ou qu'on contamine les nappes phréatiques. Bon, là, vous voyez, on est en plein dans l'engagement expressif, comme on le disait la dernière fois, parce que c'est les besoins du lieu, c'est l'urgence du lieu. L'appel est un appel du lieu, de l'écosystème. L'écosystème, avec ses animaux, avec son histoire, avec ses hommes et ses femmes, avec ses rites, ses traditions, c'est ça qui, tout à coup, est en jeu, non? Et ce qui va résister, c'est ça, n'est-ce pas? Ce qui va résister, c'est ça. Et Notre-Dame-des-Landes, c'était une expérience, ça arrive rarement comme ça en Europe, ce type d'expérience comme ça, parce que on est trop dans une vision cartésienne de la militance, trop dans une expression qu'on dirait donc des révélations, par où passent les choses, non? En tant qu'à Notre-Dame-des-Landes, les hommes et les femmes qui ont participé pendant des années à cette lutte répondaient à quelque chose d'expressif, vous voyez, c'est-à-dire ils répondaient à quelque chose que c'est, comme on dit d'une façon un peu péjorative, un peu, non pas péjorative, mais disons un peu familiale, je me permets de dire par rapport au fameux conte de Camus, La Chute, d'entendre les ploufs, entendre les ploufs, c'est-à-dire entendre les ploufs, c'est entendre un appel, mais un appel qui nous affecte, non pas en tant que conscience, mais en tant que corps, avec cette différence qu'on a fait depuis la première fois cette année, entre c'est connaître que est agir, c'est agir. Connaître et agir, ça veut dire ça, qu'il y a une connaissance qui immédiatement est dans l'action. C'est pas que la connaissance provoque l'action, c'est une connaissance qui est consubstantielle à l'action. Et la capacité d'agir par rapport à l'information qui arrive à la conscience. Non? Les stimuli, elle est même. Vous voyez, les stimuli, elle est même. C'est-à-dire, on est en train de détruire un truc, je ne sais pas quoi. Sauf que, dans les cas de l'expression, j'agis par rapport à ce que me traverse. Je ne choisis pas, parce que je me sens un peu touché par l'information, parce que je me sens un peu inquiet, disons, n'est-ce pas? J'agis parce que je suis dans la connaissance, dans le sens de la connaissance comme on parlait, n'est-ce pas? C'est-à-dire perception, aperception, conscience, n'est-ce pas? Et donc, voilà, dans Notre-Dame-des-Landes, dans ce bouquin qui est vraiment magnifique, vraiment, c'est un bouquin magnifique, et c'est un petit collectif d'éditeurs, c'est Les Passagers clandestins, c'est un bouquin qui s'appelle Habiter la lutte, non? Alors, dans cette petite maison d'édition, que d'ailleurs, cette maison d'édition a quelque chose d'organique, par exemple, les gens qui l'ont créée, à un moment donné, ils ont décidé de ne pas se pérenniser en tant qu'éditeurs, et ils ont formé des jeunes qui voulaient venir, et ils ont passé la main à ces jeunes-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu être éditeurs. Alors, tout ça forme quelque chose de très très intéressant dans le sens de ce qui vraiment nous intéresse, c'est-à-dire où est-ce qu'on voit émerger des éléments d'un nouveau paradigme de l'agir. Bon, alors aujourd'hui on voulait parler justement de cet agir-là et de donc la production de soi, du monde, de la réalité par cet agir-là. Alors le premier point qu'on voulait aborder, c'était reprendre un tout petit peu les points de la dernière fois sur la révélation, la différence révélation-expression. Et tu avais préparé un petit texte. Oui. Tu avais préparé un petit texte
Alors je vais rappeler juste quelques points, après on va revenir. Préparer un petit texte par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois quand je disais que paradoxalement, pas paradoxalement, apparemment paradoxalement, l'agir par expression, c'est-à-dire, bon, vous vous rappelez, non, l'agir par expression, c'est quand Spinoza il fait cette différence entre l'expression et la révélation. J'ai juste une petite parenthèse pour vous rappeler. Spinoza va dire Dieu n'interdit pas, ne lui fait pas une révélation à Adam dès que la pomme est interdite. Ce qu'il dit, c'est que Dieu donne à Adam la possibilité de connaître que la pomme va composer mal avec ses éléments, avec son fonctionnement, avec son corps. Avec son corps. Donc, il dit l'expression, va dire Spinoza, dans son athéisme comme ça, anti-religieux, il va dire la révélation est du côté de la religion, du prophète, de la discipline, de l'esclave, donc, n'est-ce pas? Et la révélation est du côté de la liberté, l'expression, pardon, est du côté de la liberté, parce qu'elle est du côté de cette connaissance par ce qu'il appelle une idée adéquate. On va revenir aujourd'hui là-dessus. L'idée adéquate, ça veut dire connaître la composition de notre corps et de la situation dans laquelle notre corps existe et agir en conséquence de cette connaissance. On agit par cette connaissance et non pas par une révélation. Alors donc, on disait que cet agir-là de l'expression, cet agir en accord à l'expression, on disait qu'il avait à voir avec quelque chose que donc c'est pas paradoxal mais apparemment paradoxal, savoir avec ce que les sagesses orientales appellent les non-agirs. Parce que les non-agirs, ils vont les présenter, les sages comme ça taoïstes, en disant par méconnaissance du non-agir, l'homme se prive de l'action. N'est-ce pas? Par méconnaissance du non-agir, l'homme se prive de l'action. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là, les sages taoïstes? Ils sont en train de dire que là, pour l'action, donc c'est ce que nous on aimerait en agir, n'est-ce pas? C'est-à-dire juste une question d'utilisation des mots, non? Et effectivement, se priver de l'action, nous on traduirait donc se priver de l'agir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est tout d'un coup cet agir, cette action qui ne se fait pas par une connaissance qui permettrait en agir par l'expression, n'est-ce pas? Mais c'est un agir par la conscience, une connaissance par la conscience, c'est une information. Et alors, effectivement, c'est l'homme qui agit dans cette folie d'un savoir déterritorialisé. Et un savoir déterritorialisé dans lequel l'humain se met en tant que sujet et le monde objet, et par rapport donc à des plans, des projets, des révélations, des prophéties, etc., va agir de certaines façons qui effectivement le condamne. Le condamne à quoi? Le condamne à ne pas pouvoir avoir une action, des sages taoïstes. Non? Et nous, on dirait, grosso modo, il y a un problème avec agir, action, etc., n'est-ce pas? Nous, on dirait, dans des termes plus occidentaux et plus spinozistes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une méconnaissance, n'est-ce pas, du corps et des corps agencés. Et cette méconnaissance-là nous met dans une forme d'action qui nous empêche d'agir, n'est-ce pas? Alors, cette forme d'action, pour rester dans des termes spinozistes, cette forme d'action, là j'ai traduit en occidental, j'utilise action et agir. Alors, cette forme d'action est l'action qui se fait, pour le dire en forme imagée, comme la feuille dans la tempête, quoi. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup de choses et être et empêcher d'avoir une puissance d'agir. On peut faire beaucoup de choses, c'est-à-dire, je sais pas, un agent de bourse, quelqu'un qui est dans une sorte de folie comme ça, de divertissement, de jouissance, j'en sais rien, n'est-ce pas? Il peut faire beaucoup de choses, et c'est faire beaucoup de choses
c'est justement ce qui va l'empêcher d'agir, n'est-ce pas? Parce que ces choses-là sont faites dans une méconnaissance, hein, dans une méconnaissance, justement. Ces faire-là par une méconnaissance des corps agencés, de justement ce qui s'exprime, n'est-ce pas? Alors là, juste si on veut dire par rapport aux gens de Notre-Dame, par exemple, ben effectivement, les gens de Notre-Dame, opposés à ceux qui pensent que je pense qu'économiquement, là, il faut un aéroport là et un autre là, parce que, vous voyez, c'est-à-dire tous ces pensées hors sol de l'économicisme, non, qui est une abstraction totale, contrairement à ces fers affolés, non, et qui produit une augmentation du pâtir, n'est-ce pas? Eux, justement, ils s'abstiennent de ces fers-là, et c'est sous condition de s'abstenir de ces fers-là qu'ils arrivent à cette connaissance qui les permet de libérer la puissance d'agir. C'est compréhensible là parce que, comme il y a la traduction entre les non-agir, qui est paradoxalement, bon, d'un point de vue linguistique, juste les paradoxes, c'est que Spinoza et que nous appelons l'agir, c'est ce que la sagesse, exactement ce que la sagesse orientale appelle le non-agir. C'est-à-dire que non-agir, on peut l'identifier aussi à non-agir au service des biens. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que la dernière fois, on disait la recherche du confort, des biens, cette recherche du bonheur, n'est-ce pas? Qu'aujourd'hui, on est noyé sur cette connerie-là d'être heureux au boulot, être heureux, je ne sais pas quoi, cette recherche du bonheur, qui est effectivement cette idée de se condamner à malheur et à pâtir. N'est-ce pas? Parce que la recherche du bonheur ignore effectivement cette ligne intensive, n'est-ce pas, qui est la ligne aussi du désir, dans le sens de Spinoza, de Deleuze, n'est-ce pas, qu'elle ne correspond pas au service des biens, n'est-ce pas, elle correspond à quelque chose d'autre qui s'exprime à travers nous, hein, qui s'exprime à travers nous, hein, c'est-à-dire être fidèle à quelque chose qui s'exprime à travers nous, et qui aujourd'hui est très difficile même à imaginer pour la plupart de nos contemporains, parce que le nihilisme actuel prend la forme, le nihilisme, la dépression, les mal-être actuels, prend la forme de cette supposée recherche, évidente recherche du bonheur. Non? Et effectivement, c'est-à-dire quand on dit tout ce que je peux chercher, c'est le bonheur, quel autre moteur existerait-il que le bonheur? Ben effectivement, le bonheur par excellence est ce qui, soit ça arrive de surcroît, hein, parfois on est heureux, parfois on est malheureux, et en général tout à fait indépendamment des situations et des conditions. Hein. C'est pour ça que tout le monde dit toujours « mais c'est incroyable, Pépito, il a tout pour être heureux ». Mais il n'y a pas un tout pour être heureux. Vous voyez, c'est-à-dire le bonheur arrive, mais absolument de surcroît. Et en général, c'est vrai que ce qui fait rager les gens, c'est que quelqu'un qui a des conditions de confort n'est pas heureux. Sauf que, bon, effectivement, c'est-à-dire les bonheurs, comme les malheurs, arrivent de surcroît. Il y a même beaucoup à voir avec le neuromédiateur, alors bon. Et en revanche, effectivement, le désir, bah, c'est cet appel permanent, hein, c'est-à-dire expressif, dans lequel, voilà, les mecs de la chute, les fameux avocats de la chute qui traversent le pont, bah, le désir, comme c'est quelque chose toujours, comme dit Deleuze, c'est le paysage qui désire, c'est un ensemble, n'est-ce pas? C'est pas moi qui désire, le désir n'a pas une source endogène, non? Ça semble être endogène parce que ça nous traverse, mais ça ne vient pas de nous, le désir, n'est-ce pas? Et alors donc, effectivement, ces désirs, dans le sens deleuzien, spinozien, n'est-ce pas, que nous évoquons, eh bien, ces désirs-là, pour le mec qui traverse les ponts, bah, effectivement, est marqué par une asymétrie radicale, c'est-à-dire, pour le mec, le désir qui va déployer sa puissance de vie et d'agir passe par écouter les ploufs de la fille qui se jette à l'eau, n'est-ce pas? Et lui, il préfère les services des biens. Hein, il dit non, je vais être moins heureux si je me balance à la Seine cette nuit-là que si je continue à marcher, n'est-ce pas? Sauf que ce que Camus dit d'une façon éthique et non moraliste, hein, c'est pas moralisant. Il va montrer comment les mecs qui, comme pour utiliser des mots de Lacan, bien que ce ne soit pas un sang de ma dévotion, mais bon, et là-dessus il est très clair, il dit
on n'est jamais coupable que de céder sur son désir, n'est-ce pas? Et cette culpabilité n'est pas morale, elle est éthique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de ta puissance de vie, ta puissance d'agir, qui va être en pure perte si tu ne peux pas suivre ça. Et d'une façon, ça, le désir, n'est-ce pas? D'une façon plus, disons, courant, de langage courant, c'est ce que j'ai cité plusieurs fois, ce passage de Canguilhem, quand il va dire un être saint va toujours préférer suivre son destin, même au prix de sa vie, n'est-ce pas? Et c'est le scorpion, hein, c'est le scorpion qui pique la rane. Et la rane, ça c'est en espagnol, la grenouille. C'est le scorpion qui pique la grenouille, n'est-ce pas? Et qui dit, bon, c'est ma nature. Hein? C'est-à-dire, alors l'avocat de Camus agirait comme une sorte de scorpion transgénique, vous voyez, qui trahit son désir au nom de quoi? Au nom de ce qu'on appelle, pour l'opposer au désir, à la puissance d'agir, au nom du service des biens, hein, qui est quand même ce qui nous essaye de nous focaliser, nous ancrer, nous paralyser dans l'identification de notre être, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, de notre être, de notre soi, comme un soi multidimensionnel, multiple, absolument multiple, dont l'individu et notre corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parties extensives, n'est-ce pas, nous invite en permanence à trahir notre désir. C'est pas que c'est effectivement cette angoisse, non? C'est-à-dire, je suis ces corps-là, effectivement, ces corps qui ne veulent pas se jeter à l'eau, ces corps qui ne veulent pas être torturés, mais je ne suis pas que ça. C'est pour ça que les scorpions piquent, ou que les torturés, malgré sa douleur, essayent de ne pas parler, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il essaie de ne pas parler? Il essaie de ne pas parler parce qu'il essaye, dans tous les cas, de ne pas céder sur son désir. Pas? Et c'est effectivement le nihilisme actuel aujourd'hui. Hein? L'autre jour, des directeurs des instituts médico-sociaux, des trucs comme ça, m'ont demandé de parler avec eux. Effectivement, c'était tous des chefs, n'est-ce pas? Et alors, la question c'était d'essayer de montrer comment ils avaient un grand avantage par rapport à une entreprise privée qui produit n'importe quelle merdouille, n'est-ce pas? C'est que quand vous êtes dans une entreprise privée qui produit n'importe quelle merde, votre problème, c'est quoi? Vous vous en foutez de ce que vous produisez, n'est-ce pas? Parce que, voilà, vous êtes là, après un autre jour, vous allez un autre, alors, bon, voilà. Et donc, la seule solution qui sont ces entreprises, c'est quelque chose sur lequel travaille Bastien, c'est tout cette ultra merdouille le bonheur au travail, vous voyez, de créer, par exemple, des lieux agréables. Bon, Bastien a écrit un article là-dessus justement cette semaine, des lieux agréables pour être dans ce qu'on appelle les cocooning au boulot, vous voyez. Donc je disais, bon, vous, les directeurs des centres médico-sociaux, etc., vous avez une chance incroyable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de créer un ersatz des désirs, vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de dire, d'être nihiliste, de dire la seule façon de motiver mon équipe, c'est de donner un peu de bonheur, vous voyez, de confort. Vous avez la chance de pouvoir poser la question du sens, vous voyez? C'est-à-dire avec des directeurs des EHPAD, des directeurs des services d'HP, des directeurs, enfin. Donc on dit, bah, il y a un défi là, il faut relever ce défi, parce que justement, il y a quelque chose du sens. Vous voyez, si vous êtes directrice, directeur d'une école, hein, et ben justement, c'est-à-dire, vous n'avez pas à vous faire chier d'installer des fauteuils pour que l'équipe soit à l'aise. Vous voyez? Non, vous avez la chance de pouvoir poser la question à votre équipe, mais quel est l'essence? Bon, ce sens-là est du côté du désir. L'autre qui est forcément nihiliste, parce que le seul objectif de toute entreprise privée capitaliste est le profit, ben l'autre, il est condamné au nihilisme. Alors, qu'est-ce qu'il peut proposer à ses employés? Le bonheur. N'est-ce pas? Avec quoi, inévitablement, produit le malheur, patatim patatam. Et voilà. Donc, comme la dernière phrase, c'était la dernière fois... Qu'est-ce quoi? Je suis hors sujet? Pourquoi tu m'as regardé?
Absolument pas. Écoute, c'est pas ça. Si, Voilà. Tout d'un coup, je les vois, ils me regardent comme si je dis, mais non, mais... C'est parce que tu dis des choses merveilleuses. Non, non, c'est qu'on est trop, Bastien. La dernière fois, c'était effectivement, par méconnaissance du non-agir, les hommes se privent de l'action. Et on avait parlé aussi de comment c'est la révélation, les bonheurs, les services et biens étaient du côté d'une grille extérieure au vivant, hein, d'une grille extérieure au vivant. Et que c'est la même grille qui dit il faut gagner du temps, il faut produire plus, je sais pas, cette grille extérieure. Alors on parlait par rapport à cette grille extérieure, on parlait j'avais évoqué les travaux qu'on avait commencé à faire sur la temporalité biologique, hein, pour montrer cette divergence carrément qui existe entre ce qu'on appelle les horloges biologiques et les temps de la montre. Hein. Comment effectivement le vivant ne peut pas gagner du temps, mais il ne peut pas non plus perdre du temps. Non, que c'est comme ça qu'on fait chier un tout petit peu les jeunes en disant tu ne vas pas perdre du temps. N'est-ce pas et on dit bah, de toute façon, aucun jeune, aucun vieux, aucun rien du tout, aucun chien, chat peut perdre du temps, mais il ne peut pas non plus gagner du temps parce que tout ce qu'on peut faire quand on veut, entre guillemets, gagner du temps, c'est assimiler de façon disciplinaire ces temporalités des processus biologiques et psychologiques au temps linéaire de la montre et écraser donc l'être vivant. C'est-à-dire que la seule façon de, entre guillemets, gagner du temps, c'est de procéder à une action disciplinaire qui diminue la puissance du vivant. Et alors donc, comme on avait parlé de ça, toi tu avais proposé de faire une petite intervention sur les temps et les corps. Oui, enfin... C'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est pas tout à fait comme ça. Ah mais précisément... Attendez, je vais donner la date. Tu l'as lu, ce que je t'ai envoyé hier, non? Bah, C'est-à-dire l'inscription corporelle de l'esprit. Oui. En quelque sorte, c'est ça. Hein. Moi, d'une certaine façon, mais brièvement évidemment, je présente ce livre de Varela qui établit justement, enfin qui cherche le plus possible à établir la relation entre le corps et l'esprit. Alors, lui le fait justement à partir de Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, et en même temps à partir du bouddhisme, puisqu'il a rencontré, c'était en 79, si j'ai pas de mémoire, un Trungpa, qui était un Tibétain, un moine tibétain, lama tibétain, qui lui a fait comprendre le fait d'une action concentrée par rapport à une action qui va être ordinaire, on va dire. Hein. Et donc, pendant 4 ans, il explique qu'il s'est concentré de telle sorte que rien de ce qui pouvait être en dehors, justement, de cette façon de se concentrer ne pouvait le distraire. Et il a mis donc 4 ans, et sans lire aucun bouquin, et quoi que ce soit, au niveau du bouddhisme. Il a fait ça par exercice. Alors il explique évidemment que cet exercice pour le bouddhisme, c'est l'exercice de l'attention, c'est-à-dire se plonger dans une attention qu'on appelle maintenant évidemment la méditation. Évidemment, ce n'est pas la méditation à la Mathieu Ricard, hein, parce que là, il a complètement trahi, ni Christophe André. C'est la véritable méditation où on fait attention à quelque chose, on porte son attention sur une chose seulement, peu importe la chose. Ça peut même être un stylo, ça peut être aussi banal que ça, et de telle sorte que tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire le moi, tout ce qui vient nous encombrer, toutes les petites manifestations de la journée, ou même toutes les grandes choses qu'on voudrait conquérir et qu'on n'a pas, eh bien tout cela, ça disparaît au profit d'une concentration sur un seul
objet. Et à partir de là, cet objet n'est plus simplement un objet, il devient quelque chose d'autre. Il devient en quelque sorte comme un corps, et comme un corps vivant. Et ce corps vivant présente, moi je le dis de la façon dont je l'ai lu et dont je l'ai vécu également, puisque moi j'ai fait du bouddhisme pendant très très longtemps, et tibétain, la même chose. Hein. Et donc, il y a une sorte de focalisation qui est à la fois extérieure sur l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur, si bien qu'on n'est plus gêné par ce qui peut être des manifestations, on va dire, du quotidien, même si ce quotidien est bien. S'il est bon, si par exemple il met dans une joie qui ressemble à de l'exultation, eh bien là, on est immédiatement sorti de soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une émotion qui est trop grande, on va chercher à la réguler, on n'y arrive pas, et donc on se disperse de nouveau. Donc Varela a vécu cela pendant 4 ans, et au bout de ces 4 années, il a compris justement quel était le pouvoir de cette concentration, de simplement porter attention à, de telle sorte que justement il ait cette inscription qui soit dans son corps. Donc inscription corporelle de l'esprit, mais en même temps il y a un aller et retour évidemment. Ça veut dire que lorsque l'esprit intéresse le corps au point de s'incarner, eh bien le corps lui aussi trouve une sorte d'intéressement dans l'esprit. Il y a donc un aller et retour qui se fait, ou il dit d'ailleurs des allers et retours qui se font, de telle sorte que on se trouve complètement transformé. Et à partir de là, alors il dit également, chose très intéressante, qu'il a mis 15 ans, en fait, pour réaliser tout ça. Autrement dit, 15 ans pour réaliser ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'accord total, c'est une sorte de coopération entre le corps et l'esprit. 15 années pour arriver à faire cela. Donc on voit qu'on est dans une temporalité très paradoxale en quelque sorte, parce qu'on croit toujours avoir compris quelque chose assez rapidement, du niveau intellectuel, mais du niveau intérieur, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Pourquoi? Parce que nous avons en nous différents circuits, et des circuits qui disent oui, des circuits qui disent non, et à ce moment-là, il y a une sorte de bagarre qui se fait entre eux, et c'est très difficile d'avoir en quelque sorte raison de ce qui se passe. Donc ce qu'il faut, c'est arriver de nouveau, lorsque c'est comme ça, à se concentrer sur une seule et même chose et revenir jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction, à savoir qu'on sente que cette attention, elle est, enfin, il appelle ça plus exactement la conscience unifiée. Voilà, en gros, voilà. On va dire certaines choses par la suite. Oui, alors, effectivement, bon, c'est vrai que j'ai travaillé avec Varela à la Salpé, et ça, c'était le côté, pour moi, un peu à part, non? C'est-à-dire, on discutait, et j'essayais d'avoir une approche un peu, disons, moi, pas religieux, parce que c'est pas une religion, mais une approche, disons, plus classique, pour moi, plus classique. Alors, nous, je vais essayer de présenter la question de... Parce que, bon, effectivement, ces circuits, on parlait Varela, c'est les circuits que je nomme comme les horloges biologiques, n'est-ce pas? C'est la connaissance du corps, c'est la connaissance de notre corps parmi les corps, cet extérieur dans l'intérieur, c'est ce que moi je présente plutôt comme à travers la bande de Mobius, c'est-à-dire que toute individuation du vivant, elle est sous condition d'une pré-individuation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui n'est jamais tout à fait individué. Hein, que c'est, alors on essaie de présenter par rapport à plusieurs sources, hein, Bastien va apporter des éléments par rapport à Sartre, mais c'est qu'on cite toujours des Sartre, hein, c'est-à-dire c'est cette négativité qui fait qu'en réalité, jamais quelqu'un est quelque chose. Hein, on n'est pas médecin, comme dit Sartre, cet exemple, on n'est pas le garçon de café, parce que ceci est la mauvaise foi. Être quelque chose. À la fois, effectivement,
on n'est pas autre chose, vous voyez, c'est-à-dire les garçons de café de Sartre, c'est pas qu'il est 007, vous voyez, c'est-à-dire, non, il n'est que garçon de café. Et à la fois, il ne faut pas qu'il se prenne pour un garçon de café. C'est cette négativité que le bouddhisme aborde. Alors moi, je vais présenter la question un tout petit peu en essayant de montrer les côtés expression et les côtés révélation à travers un schéma. Alors, pour présenter les schémas, on peut dire que qu'est-ce qui constitue un être humain, d'une façon un peu grossière. Hein. Alors, on peut dire qu'un être humain est constitué par un corps singulier, n'est-ce pas? Un être humain peut être constitué aussi par un genre, qui ne coïncide pas exactement avec le corps, par des éléments historiques, par ses actions, par exemple. Ses actions, alors, de temps en temps il agit par là, de temps en temps il agit par là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, il est constitué par sa famille, l'histoire sociale, par les luttes, c'est toutes les dimensions, n'est-ce pas, qui constituent un être humain. Hein. Alors, mais nous allons mettre ici une sorte de ligne avec des signes infinis, hein, et ici on va mettre la résultante. Vous savez, la résultante comme en mécanique, hein, c'est-à-dire il y a plusieurs vecteurs, vous vous rappelez les parallélogrammes des forces, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vecteurs, et de tous ces vecteurs-là va émerger une résultante. La différence entre la résultante et les vecteurs, c'est que la résultante, elle n'a pas la même matérialité que les vecteurs. Hein? C'est-à-dire que la résultante, elle pourrait être identifiée au sens, dans le sens auquel, par exemple, la philosophie stoïcienne dit que le sens relève de l'incorporel. L'incorporel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a un niveau d'existence, mais un niveau d'existence qui n'est pas pareil que les vecteurs qui la constituent. D'accord? Alors, la question c'est que nous avons toujours, ce que nous vivons, nous vivons notre corps, hein, on expérimente notre corps parce qu'on est dans une jouissance, une joie, plutôt une joie, ou une maladie, ou je ne sais rien. On expérimente notre corps, on expérimente parfois les déterminants, les tropismes qui viennent de l'époque, qui viennent de la famille, on expérimente des choses différentes. Mais on doit s'identifier avec la résultante. Vous voyez? Ça crée une sorte de... bon, c'est ici où il y a la négativité, où il rentre la négativité. N'est-ce pas? Parce que tout ça est, mais tout ça n'est que dans l'existence de la résultante. Hein? C'est en mathématiques, il y a un mathématicien français, Lotman, qui appelait ça les formules imprédicatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ceci, on va voir petit à petit, tout ceci, à vrai dire, ne préexiste pas à la résultante. C'est contemporain à la résultante. Hein? C'est-à-dire que la résultante, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis dans ces situations, va à capturer des éléments qui adviennent à l'existence au même moment qu'il y a la résultante. C'est compréhensible ça? Ok? Non? Bon. Alors, mettons, on va aller pas à pas. Moi, je peux par exemple tout à coup identifier ma résultante à mon corps, par exemple. Et je vais dire, je suis ça. Ben, ça, c'est ce que Sartre va appeler la mauvaise foi. N'est-ce pas? La mauvaise foi. Parce que veut dire, je suis mon corps. Il dit, tu n'es pas ton corps. Oh, je suis mon histoire. N'est-ce pas? Je suis mon histoire. Oh, je suis tel moment de mon histoire. Hein? C'est-à-dire, c'est un tout petit peu la problématique psychopathologique de l'identification avec un moment traumatique, par exemple. Dire, je suis ça. Alors, être ça, c'est ce qui va nier les côtés dynamiques de la résultante. Parce qu'à vrai dire, on n'est jamais ça, ça ou ça. Non? Nous avons en permanence à devenir en permanence. Et ce qui est l'accident, ce n'est pas le devenir,
mais les vécus de stabilité. Vous voyez, c'est-à-dire, nous avons tous ce vécu qui est un vécu fantaisiste, c'est une fantaisie, comme on l'appellerait Husserl, vous voyez, à ses incorporels, Husserl l'appelle une fantaisie. Pourquoi? C'est la fantaisie de que nous sommes là, que nous sommes de type A égale à A, vous voyez, c'est-à-dire que je suis un individu individué, tout à fait individué, qui n'incorpore pas dans lui des éléments de la pré-individuation. Ouais, c'est-à-dire que j'arrive à être, comme, non pas comme dans la bande de Mobius, n'est-ce pas, dans lequel je suis ça, mais quand j'explore la bande, je me trouve être ça, sous condition que je sois le contraire de ça, n'est-ce pas? Un individu individué, ça serait quelqu'un qui prétendrait, c'est une prétention, n'est-ce pas, être quelque chose, donc ça serait le garçon de café qui n'est qu'un garçon de café. C'est l'avocat qui traverse les ponts qui, de toute façon, lui, c'est un avocat. Non? Alors, l'avocat qui traverse les ponts et qui n'entend pas les ploufs, ou qui entend les ploufs mais ne veut pas y répondre, bah, dans cette situation-là, bah, est, dans les termes de Sartre, un salaud. C'est les salauds. C'est les salauds qui essayent de jouer aux parties extensives. N'est-ce pas? Ça, c'est la pure partie intensive. C'est la pure partie intensive. Hein, c'est la permanente négativité. Ça, d'un point de vue biologique, a une réalité immédiate, immense, qui est l'effet de que la surprise en neurologie, vous voyez, c'est comment ça se fait qu'on se reconnaît tous les jours à la glace. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais en général, ça arrive aux gens qui se reconnaissent. Si ça ne vous arrive pas, je vous conseille de consulter. Ne vous inquiétez pas trop, mais dites à celui que vous serez demain de consulter. Vous voyez, parce que, en général, on a cette folle idée que Husserl classifie des fantaisies, cette folle idée de permanence. Vous voyez, cette folle idée de permanence. C'est-à-dire, or, d'un point de vue biologique, bien entendu, c'est une folie parce que un corps est vivant dans la mesure où en permanence perd ses parties extensives. Ces parties extensives, ça veut dire les molécules, les cellules, les tissus qui nous composent, n'est-ce pas? C'est-à-dire et quand est-ce qu'on arrive à une bonne permanence? Quand on meurt, n'est-ce pas? Quand on meurt, on arrive à une bonne permanence. Pourquoi? Parce qu'en biologie, d'un point de vue biologique, la stabilité est une stabilité que Simondon appelle stabilité dynamique. En biologie, d'une façon plus terre-à-terre, on l'appelle une stabilité sous condition d'être loin de l'équilibre. Vous voyez? Alors, loin de l'équilibre, c'est-à-dire quoi? Oui, il y a une stabilité. Moi, c'est moi, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas trop insister dans moi, c'est moi, parce que, à vrai dire, moi, c'est moi, oui, mais dans un permanent devenir, hein, qu'il faut quand même que je puisse m'arranger avec ce devenir-là, parce que, pour le dire d'un point de vue neurophysiologique, l'expérience de stabilité, non, n'est pas autre chose qu'un vecteur de plus ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'expérience que nous avons, si certaine de « je suis moi », est une fonction qui peut s'abîmer de fait. C'est intéressant toujours de lire les bouquins d'Antonio Damasio. C'est rigolo, non? L'expérience même d'être soi, comment ça s'appelle, non? Oui, c'est ça. Dans lesquels il raconte, vous savez, Damasio, le neurobiologiste américain, il raconte des trucs très rigolos, des expériences comme ça, des différents types de pathologies neurodégénératives. Et alors, effectivement, il raconte cette expérience de, tout d'un coup, voir quelqu'un comme ça et dire à la glace, et dire « Et vous êtes qui ?» N'est-ce pas? Bon, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est quand même un boulot intégratif du cerveau, qui est un boulot à plein temps et très compliqué, pour créer cette illusion de que malgré que notre être est cet être de devenir, malgré que nous changeons en permanence, il y a un vecteur qu'en neurophysiologie on identifie comme des circuits, voilà. Eh bien, il faut bien qu'il y ait un fonctionnement qui n'est pas que neurologique, qui est aussi culturel, non? Qui est un facteur qu'il ne faut pas que ça pète, parce que sinon, quand on regarde
ce que nous sommes, on dit bonjour monsieur, enchanté. Vous voyez, c'est désenchanté. Tout à coup, on a une mauvaise nouvelle, non, de comment je suis devenu ça. Alors, cette expérience de comment je suis devenu ça, c'est l'expérience permanente des humains. Hein, je pense que les animaux ont un rapport avec le devenir qui est moins compliqué que les humains. Hein, parce que l'idée de permanence, quand même, si bien a une base neurophysiologique qui existe chez les mammifères, bien entendu, mais cette idée de permanence, elle est aussi très culturellement acquise, n'est-ce pas? Qui est l'indépendance d'un soi par rapport au monde et au devenir. Hein? C'est-à-dire l'idée que je pourrais être moi-même partout. Non? Une autre explication toute bête en biologie, en quoi nous ne sommes pas nous-mêmes égaux à nous-mêmes dans toute situation, c'est d'essayer d'aller dans l'espace, non, en dehors de l'atmosphère, et essayer de marcher. Non, de dire, voilà, je suis égal à moi-même. Quand je prends le métro, c'est moi. Quand je prends le bus, c'est moi. Quand je vais dans la Lune, paf, tu exploses. Parce que, effectivement, pour être toi biologiquement, ben, il faut l'atmosphère, la pression atmosphérique, il faut un tas de trucs, n'est-ce pas? Il faut un tas de trucs qui font que, même biologiquement, cette idée quand même occidentale d'un sujet séparé de la situation et du contexte et qui serait toujours égal à lui-même est une illusion. Bon. C'est une illusion. Bon. Alors donc, nous, ça va là? Oui. Alors, ce que nous allons dire, c'est que, au fait, la résultante n'est pas en ça, je dis que c'est comme en mécanique, un résultat, mais ce n'est pas comme dans la mécanique, parce que dans la mécanique, effectivement, les vecteurs des forces préexiste la résultante. Là, non. Là, la résultante préexiste les vecteurs de force. Comment? Eh bien, parce que nous ne sommes que dans cette réalité toujours bougeante, n'est-ce pas? C'est dans cette réalité situationnelle, que nous pourrons, dans l'après-coup de la résultante, distinguer certains éléments. C'est compréhensible ça? C'est même là où, par rapport à l'histoire, hein, de dire je suis mon histoire, bah, effectivement, l'histoire va intervenir dans la résultante, dans la sculpture de la résultante, mais je ne suis certainement pas mon histoire. N'est-ce pas? Je ne suis pas mon histoire ne m'appartient pas. C'était quoi les textes de Sartre sur l'histoire que tu avais là dans ton papier? Oui. Ça aurait pu être très spontané. D'accord. Oui, pour ceux qui étaient là, il y a deux séances, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que du coup, je viens seulement d'y repenser, mais on avait évoqué Homère et Ulysse, et c'était au mois de février. Et ce qu'on disait par rapport à ce que Miguel vient de dire par rapport au passé, c'est exactement ce que Homère, et c'est ce que Herzog, dans son bouquin sur la temporalité évoque. Homère fait un espèce de fait de l'existentialisme avant l'heure. C'est cette scène, ce passage de l'Odyssée, on est au tout début de l'Odyssée, où Ulysse quitte l'île de Calypso. Poséidon, qui veut se venger, fait chavirer Ulysse. Et effectivement, Ulysse se retrouve en Phéacie, dans le palais du roi Alcinoos, et il y a un Aède, un poète, que Ulysse met au défi de... je vais pas faire le coup à chaque fois de vous faire le résumé de la séance précédente, non. Mais il se trouve que, vu qu'on l'a déjà évoqué, j'espère que chez certains ça va du coup remettre aussi ce qu'on s'est dit en mouvement, et donc Ulysse effectivement met au défi l'Aède de lui chanter, de lui conter l'épisode de la guerre de Troie. Et là, Homère décrit quelque chose absolument incroyable. Ulysse se met à pleurer. Ulysse se met à pleurer, il ne se met pas à pleurer de manière virile, nous dit Homère. Ulysse se met à pleurer comme une femme endeuillée, comme une femme qui vient de perdre son mari et qui pleure sur ce Homère qui dit ça. C'est Homère, oui, qui dit ça. Oui, il faut resituer, pardon. C'est Homère qui dit ça. C'est Homère, et il le dit comme ça. Il est pas, c'est pas nous, ouais, c'est pas nous. Et il le dit absolument comme ça en plus. Il
il le dit, alors je ne sais plus quels sont les termes qu'il emploie, mais en gros, c'est des pleurs limite hystériques, quoi, hein, voilà. Et donc, pourquoi Ulysse pleure à la manière d'une femme, d'une épouse endeuillée? Et c'est là où Hartog l'avait relevé, et à juste titre, c'est qu'Ulysse, il pleure sur lui-même. Ulysse pleure devant celui qu'il n'est plus. Ulysse est mis face à un passé qui est son passé et qu'il n'est plus. Oui, Ulysse s'est perdu. Et voilà, et le Ulysse glorieux, l'Ulysse de la guerre de Troie, n'existe plus. Qui est sur le retour d'ailleurs. Ce qui est intéressant d'ailleurs, même, c'est là où je dis Homère fait vraiment l'existentialisme sartrien à un niveau presque douteux, quoi. C'est-à-dire que Ulysse est sur le retour de son passé. Il a engagé il est même à quelques jours hein, de retrouver son pays, de retrouver sa patrie, Ithaque. Et Ulysse, pour retourner vers son passé, doit s'exiler de son passé. Et c'est-à-dire que ces pleurs d'Ulysse, effectivement, quand Ulysse pleure comme ça, pourquoi Homère, c'est évidemment pas pour... voilà, il n'y a aucune moquerie chez Homère vis-à-vis d'Ulysse, mais pourquoi les pleurs d'Ulysse ne sont pas les pleurs, on va dire, de la nostalgie, du combattant, du héros qui pleure sur ses compagnons d'armes décédés. Il pleure parce que Ulysse, il est face à cette expérience dont on a déjà parlé ici. Ulysse, il perçoit la fissure, la coupure par laquelle se glisse le néant. Le néant qui sépare le Ulysse de la guerre de Troie d'Ulysse de la Phéacie. Et ce néant, c'est quoi? Ce néant, c'est l'angoisse existentielle. C'est-à-dire, enfin, le néant n'est pas l'angoisse existentielle, mais les pleurs d'Ulysse traduisent cette angoisse existentielle devant ce néant qui le sépare de qui il était et de ce qu'il est aujourd'hui. Ulysse a à être le Ulysse glorieux sous le mode de ne l'être pas. Voilà. Et ça, c'est le fondement évidemment de ce que Sartre va appeler la liberté, c'est-à-dire cette liberté fondamentale de l'humain de se mettre hors jeu de son passé, d'accord, de faire ce que Sartre appelle l'arrachement à l'en-soi. Hein. Et cette liberté-là, cette angoisse-là, c'est ce qui explique les pleurs d'Ulysse. Alors, je resituais ça pour montrer qu'il y a de la cohérence, n'est-ce pas? Non, je pensais que tu insinuais que Homère avait plagié Sartre. Oui, ils ne vont jamais te croire. Donc voilà, Sartre va dire la liberté de l'homme. Hein. Alors Sartre, effectivement, ne parle que de l'homme. Hein. Il dit quelques mots sur le vivant, mais en gros, il dit ça serait applicable au vivant, encore faut-il prouver que le vivant ne soit pas qu'un système physico-chimique. C'est ce que dit Sartre, quasiment, je vous le cite mot pour mot. Donc effectivement, la liberté sartienne, c'est ça, hein, c'est la capacité pour l'homme de mettre son passé hors jeu en sécrétant son propre néant. Et le néant est la source de cette angoisse. Alors, il y a effectivement, et donc pour revenir au texte que je voulais vous lire, et moi aussi j'ai beaucoup de papier. Je rappelle les textes de Sartre, on en a parlé. Oui, j'y viens. J'y viens, il faut juste que je... Ah oui. Je ne sais pas si on parle du même. Jean-Paul. C'est pas grave. Non, moi je pensais... sur le néant entre le motif. Non, bref, je le dirai, puis c'est pas ça, je dirai sur le passé, sur le passé. Oui. Sur le passé, d'accord. Ah. C'est pas le même. C'est pas le même. En fait, non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas du tout. Et voilà, ça y est, c'est ça. Bon, sur le passé, alors ok, je pensais vous... En fait, juste, je vais quand même vous dire ce que j'ai prévu de vous dire, et puis on en reviendra après, mais ce néant dont parle Sartre, c'est le même néant, pardon, c'est l'effet néant, le même néant qui va, selon Sartre, séparer les motifs de l'acte. Hein. Et donc, si vous... Voilà, si vous... Attends, on va dire, les motifs de l'acte, ça veut dire... Une seconde, non Par rapport aux motifs de l'acte, c'est-à-dire, c'est justement ce qu'il va dire Sartre, quand il dit que l'agir ici n'est jamais l'effet d'une cause ici. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que cette barrière-là est une barrière traversée par l'infini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir un rapport de causalité-effet. C'est une barrière avec une infini. Là, c'est la barrière qu'on a travaillé, développée plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la barrière transductive.
transductive, hein, c'est-à-dire dans laquelle, ici, ça agit par rapport à sa propre logique. Ce qui vient d'ici, c'est un stimuli. Hein. Alors donc, ce qui va essayer de dire Sartre, c'est effectivement qu'on ne peut pas dire « je suis ça à cause de ça ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'évoque une causalité, je mens. Je mens. D'un point de vue clinique, c'est quelque chose de terrible, parce qu'effectivement, ce dont va se rendre compte la personne, hein, c'est que plus elle va évoquer l'événement traumatisant, l'événement traumatique, comme cause de son attitude au présent, plus, comme dit Bastien par rapport à l'exil du passé, plus il va perdre son passé. C'est-à-dire que il y a une partie des souffrances terribles dans la psychopathologie, on avait parlé il y a quelques séances de ça, il y a une partie des souffrances terribles qui est cette partie dans laquelle j'aurais la sensation que les patients, on va le dire en général, comme je ne me sens pas légitime par exemple, mais j'aurais la sensation de plus en plus forte et horrible de que ce que j'ai vécu n'est pas vrai. Et alors la personne dit, mais c'est vrai ce que j'ai vécu. Et c'est là où nous établissons une différence entre faits et vérité, n'est-ce pas? Les faits sont les faits, mais la vérité est comment les différents faits, les différents vecteurs, vont être convoqués dans une situation concrète. Vous voyez? Alors donc, quelqu'un, on mettait l'exemple quand vous parlez de ça il y a quelques séances, on mettait l'exemple de ce chef de la guérilla en Argentine, qui c'était une guérilla très grande, je sais pas quoi, et que c'était quelqu'un qui avait une mission guerrière très virile du coup comme ça, et que bon bref, il avait envoyé à la mort pas mal de ses combattants, il était une guérilla très très violente, n'est-ce pas? Et quelques années après que la démocratie est revenue, etc., on lui fait une interview, Firmenich s'appelle le mec, non? Et alors on lui dit, bon mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à tous ces camarades morts, je sais pas quoi? Alors le mec, il répond, mais il essaie de répondre depuis la place du commandant Firmenich qui est en train d'envoyer ces femmes et ces hommes au combat, et il dit, si on ne veut pas avoir de pertes, on ne fait pas la guerre. Et cette réponse-là est justement la réponse dans laquelle les mecs, il essaye de se positionner dans son histoire. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il n'est pas du tout le commandant Firmenich. Là, c'est un bonhomme qui a connu une histoire et que la vérité de ce qu'on est en train de lui demander, ce n'est pas les faits. Vous voyez? La vérité, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, comment tu évalues ce que tu as fait. Comment tu évalues ce que tu as fait. Non, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Et alors lui, il essaye d'être son histoire, vous voyez? Quand on essaye d'être son histoire, on fait mentir l'histoire. Non pas parce que les faits ne soient pas avérés, mais parce que la vérité d'une situation n'est jamais identifiable aux faits qu'on évoque, vous voyez? Alors, donc je disais, d'un point de vue psychopathologique, c'est-à-dire c'est la personne qui, dans toute situation, va essayer d'évoquer le fait traumatique jusqu'à un point dans lequel il va sentir que le fait traumatique, il commence à douter, n'est-ce pas, à douter de la véracité du fait traumatique. Pourquoi? Parce qu'à vouloir s'approprier de son passé, on le perd, n'est-ce pas? À vouloir s'approprier de son passé, on le perd. C'est-à-dire que le passé, par rapport au passé, nous sommes en permanence exilés du passé. C'est le mot que tu utilisais par rapport à Ulysse. Et être exilé de son histoire. Hein? Alors là, il y a quelque chose dans lequel dire « j'ai fait ça parce que » n'est jamais une vérité. Hein? N'est jamais une vérité. Hein? Sartre va dire le passé n'est pas. N'est pas et l'apostrophe EST. Le passé n'est pas. Le passé est toujours pour un certain être que je suis. Voilà. Et Sartre va dire, pour comprendre le sens du passé, il faut comprendre, quand je dis Ulysse était ce glorieux combattant, c'est qu'est-ce que veut dire était. Donc là, Sartre va dire était signifie que l'être présent, hein, signifie que l'être présent a à être dans son être le fondement de son passé en imitant lui-même ce passé. D'accord ? Donc, pour Sartre, le passé isolé dans sa passéité
n'est pas. C'est mon être présent qui fait exister ce passé. Et si mon être présent ne fait pas exister ce passé il existe pour personne, ni pour moi, ni pour quelqu'un d'autre. Donc, ça c'est un des grands apports, après Bergson, après voilà, de Sartre sur la question du passé. Il y a effectivement un extrait que vous trouverez dans L'être et le néant, je pourrais vous dire la page, enfin bref, c'est le début de L'être et le néant, où justement il y a ces deux aspects. Il y a à la fois le néant qui se glisse entre les motifs et l'acte. Donc je ne peux pas être mon passé. Je ne peux pas être mon passé. Je dois être mon passé sur le mode de n'être pas. Et à la fois effectivement, justement, ce néant, ce rien qui se glisse entre mon moi postérieur, mon moi antérieur, enfin mon moi postérieur et mon moi antérieur. Alors je vous le dis, c'est quelques lignes. Alors, Sartre, en fait, prend l'exemple, les exemples de Sartre dans L'être et le néant, voilà, c'est toujours un peu... il y a du... Bon, là en l'occurrence, hein, je vais choisir un exemple qui est l'exemple d'un joueur qui a pris la décision d'arrêter de jouer. Donc on imagine un joueur invétéré qui effectivement prend cette résolution d'arrêter de jouer. Et voilà ce que dit Sartre, qui retrouve ce joueur le lendemain, on va dire pour simplifier, le lendemain où il se retrouve de nouveau dans cette position d'être face à la question du jeu. Donc le joueur, il ne veut pas jouer, ou plutôt ayant pris sa résolution la veille, il se pense encore comme ne voulant plus jouer. Il croit en une efficace de cette résolution. Mais ce qu'il saisit alors dans l'angoisse, c'est précisément la totale inefficience de la résolution passée. Elle est là, sans doute, mais figée, inefficace, dépassée du fait même que j'ai conscience d'elle. Elle est moi encore, dans la mesure où je réalise perpétuellement mon identité avec moi-même à travers le flux temporel, mais elle n'est plus moi du fait qu'elle est pour ma conscience. Elle n'est plus moi du fait qu'elle est pour ma conscience. Voilà, hein, donc c'est le pour soi. Je lui échappe, elle manque à la mission que je lui avais donnée. Là encore, je la suis sur le mode du n'être pas. Ce que le joueur saisit à cet instant, c'est encore la rupture permanente du déterminisme, c'est le néant qui le sépare de lui-même. J'aurais tant souhaité ne plus jouer, même, j'ai eu hier une... oui, enfin bref, voilà, j'arrête là. Et en fait, ce que Sartre va dire, c'est que finalement, le joueur doit lui-même, se reconstruire perpétuellement le moi qui peut apparaître en situation, dans la situation. C'est une construction perpétuelle. Alors, pour essayer, par rapport à cette discontinuité qu'évoque Sartre, en fait, l'idée de « je vais faire quelque chose », je vais faire quelque chose, cause-effet, n'est-ce pas, c'est-à-dire cette linéarité. Je vous rappelle ces petits schémas qu'on avait fait plusieurs fois, dans lesquels on disait que s'il y avait la perception, vous vous rappelez, ici la aperception, ici la conscience. Et bon, chez l'être humain, la conscience réflexive, n'est-ce pas, c'est-à-dire que chez la plupart d'animaux, pas la plupart, mais chez les mammifères et pas mal de vertébrés, il y a des phénomènes de conscience. Chez l'humain, presque exclusivement, il y a des consciences réflexives qui est pas seulement être conscient, mais être conscient de ce dont je suis conscient. Alors on disait que l'acte était sous condition dès que les stimuli arrivent de dedans, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est par quoi je suis affecté. Vous vous rappelez? Alors on disait, c'est par quoi je suis affecté provoque une aperception. Je m'aperçois de c'est par quoi je suis affecté. Donc la perception, un sous-ensemble est la aperception, et un sous-ensemble encore la conscience. Et on disait qu'ici il y a une connaissance qui conduit immédiatement à l'agir. Mais c'est pas comme, il n'y a pas un et deux, elle est simultanée à l'agir. Pourquoi? Parce que cette connaissance est une connaissance en permanence des processus, n'est-ce pas? Ce sont les processus en soi qui permettent cette connaissance. Si nous faisons ici un parallèle, on peut dire que l'idée adéquate, comme dit Spinoza, l'idée adéquate est celle qui déclenche immédiatement la puissance d'agir. Alors, l'idée adéquate est justement, plus je connais de mes déterminants, de mes tropismes,
plus je connais de mon corps, on va dire, de comment mon corps est agencé, la constitution de mon corps, plus je connais de mon corps, et mon corps a pensé dans le sens de la bande de Möbius, c'est-à-dire mon corps n'a pas de limite en soi, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon corps est un nœud de liens. Hein. Plus je connais de mon corps, plus je suis dans l'agir. C'est pas que plus j'agis, plus je suis dans l'agir. Et donc, on faisait la différence avec les stimuli qui arrivent sous la forme d'information, et qu'effectivement, ces stimuli qui arrivent sous la forme d'information ne va pas produire aucun agir. Au contraire, on disait, les stimuli, je parle des stimuli pour dire, les stimuli peuvent être les mêmes, n'est-ce pas? Sauf que les stimuli peuvent provoquer une connaissance, déclencher un processus de connaissance, ou les mêmes stimuli peuvent déclencher une information. Je ne sais rien, vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour faire la différence entre expression et révélation. Hein? C'est-à-dire, on peut dire que quelqu'un qui, dans son corps, dans sa territorialisation, dans ses liens, va connaître quelque chose sur la destruction de l'écosystème. Il va connaître quelque chose par rapport à, je sais pas, le racisme, par rapport, je sais pas, par rapport aux problèmes, aux différents défis qui se présentent, n'est-ce pas? Ou un artiste qui va connaître par son corps ce qui est les défis qui viennent toujours du contexte, de l'époque, n'est-ce pas? C'est par quoi nos corps sont affectés, c'est par quoi nos corps sont affectés, c'est un élément contextuel, situationnel, qui n'est pas autre chose qu'une expression de l'époque. Hein, c'est-à-dire on n'est pas affecté partout et à n'importe quel moment par la même chose. Alors, là on est dans l'expression, ici on est dans la révélation. Alors, quelqu'un est informé, c'est les mêmes stimuli. Les stimuli, si on prend l'exemple là de Notre-Dame des Landes, les stimuli est, on a décidé de mettre un aéroport là, détruire ça, patani patata. Alors, ça peut arriver de deux façons. Vous voyez, ces stimuli peuvent prendre deux formes, mais qui vont être opposées entre elles. Une forme, c'est la forme expression, dans laquelle je suis traversé par ça, et ce n'est pas que je décide d'agir. Je ne peux pas ne pas agir. C'est pour ça, c'est l'histoire des scorpions. Il dit, mais pourquoi tu me piques, tu vas mourir? Il dit, je ne peux rien, c'est ma nature. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose là que, si je n'agis pas comme ça, je ne peux que me détruire. Hein? Je ne peux que me détruire. Il y a quelque chose là qui, l'idée inadéquate, que ça serait par exemple méconnaître la dynamique multiple et dire, bon, je suis mon corps. C'est une idée inadéquate. L'idée inadéquate provoque, dit Spinoza, des affections passives. Je pâtis. Hein? C'est la feuille dans la tempête. Hein? Je pâtis. Pâtir, une des formes de pâtir, c'est le faire. Hein? Pâtir, ça ne veut pas dire ne pas bouger, ne rien faire. Au contraire, dans notre époque, la forme la plus courante du pâtir, c'est le faire en permanence. Hein? Vous savez bien, il y a même une esthétique du faire. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui dit dans un groupe d'amis, oh, tu sais, moi j'ai 3-4 jours dans la semaine libre, dans lesquels je lis, je ne sais pas quoi. Il dit, il ne met pas son portable sur la table pour montrer que, comme s'il était le président des États-Unis, vous voyez qu'on peut l'appeler à n'importe quel moment, je ne sais pas quoi. Si vous ne mettez pas le portable sur la table, si on vous appelle, si par malheur, on ne vous appelle pas, vous voyez, en permanence, et vous avez l'air très sérieux, parce que toujours, pour un tas de mécanismes, c'est beaucoup plus important, toujours, il y aura une importance majeure, celui qui appelle de l'au-delà, que le con qui est en face de vous en train de prendre le café. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'effectivement, ça implique une sorte d'ersatz de transcendance, vous voyez, c'est-à-dire, vous n'êtes pas piégé dans la situation. Attention, il ne faut pas croire que je pourrais être là. Moi, j'ai une sorte de don d'ubiquité, c'est-à-dire, je suis là en train de prendre un café avec toi, mais j'existe dans mes différentes affaires, n'est-ce pas? Et alors, donc, effectivement, cette faire est une des formes de pâtir. Et le pâtir, effectivement, c'est la diminution de la puissance d'agir. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux formes, non? Mais dans cette forme-là, la forme connaissance-agir, si je fais ce que nous faisons tous, et de plus en plus, n'est-ce pas, dans notre société, si je fais, pour dire comme ça, la sourde oreille
non, à ce qui vient de mon corps, c'est que j'expérimente le corps parmi les corps, c'est que j'expérimente. Plus je fais la sourde oreille à ce qui est une évidence, n'est-ce pas? Eh bien, plus je me détruis. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de répondre ou pas répondre. Cela dit, comme il dit sagement Spinoza, on ne peut pas ne pas pâtir. Hein? C'est-à-dire, si on les met ça dans les parallèles de l'engagement militant, je ne sais pas quoi, vous voyez, c'est-à-dire, il y a toujours des petits commissaires politiques qui disent « Mais par rapport aux singes de Congo, tu n'agis pas. » Mais non, je n'agis pas pour singes de Congo, je n'agis pas pour telle lutte. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut... Notre puissance d'agir est non mesurable préalablement. C'est vraiment pour ça qu'on ne peut savoir, on ne peut jamais savoir ce qu'un corps peut. Hein? Je ne peux pas savoir ce qu'un corps peut, parce que savoir ce qu'un corps peut, ça serait de ce côté-là, du côté de dire je suis un corps, etc. N'est-ce pas? Je peux mesurer les voies métaboliques, ou je peux mesurer l'histoire de quelqu'un et déterminer ce qu'un corps peut. On ne peut pas savoir ce qu'un corps peut, mais dans tous les cas, on peut savoir qu'un corps ne peut pas tout. Justement, c'est une des conditions du corps. Que pour les corps, pas tout est possible. N'est-ce pas? Pas tout est possible, mais c'est évident que si moi, j'essaye d'écraser ma puissance d'agir, eh bien ça sera du côté de ma destruction. Il ira du côté de la destruction. Alors, pourquoi je disais qu'on ne peut pas ne pas pâtir? Parce qu'on ne peut pas ne pas se détruire à la fois. On ne peut pas ne pas se détruire. Mais la question c'est, au moins dans quelques dimensions, au moins à quelques moments de notre vie, il nous est possible d'avoir des idées adéquates. Et l'idée adéquate, c'est l'idée qui explore ça sans que jamais l'exploration de ce qui me constitue. Et ce qui me constitue, c'est ma classe sociale, les tribus, mon corps, l'histoire, etc. Cette connaissance ne peut jamais être totale parce que justement il y a cette barrière transductive, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on l'exemplifie comme ça, dans laquelle il y a l'infini. C'est-à-dire, c'est là où je ne peux jamais savoir ce qu'un corps peut. Pourquoi? Parce que pour plus que je connaisse de ce qui me constitue, il faut bien savoir, comme dirait l'autre, que je sais que je ne sais rien. Hein? C'est-à-dire, ça sera toujours plus grand les non-savoirs que les quelques savoirs que j'ai, mais que j'ai sous une forme non saturée. Hein? Ici, on est dans un individu saturé, hein, que ce soit mon histoire, mes traumas, mon corps, ma classe sociale. C'est pour ça que Marx, par exemple, il va faire une différence énorme entre classe en soi et classe pour soi. Alors, il va dire quoi? Il va dire la classe révolutionnaire. Il n'est pas naïf, Marx. Il ne va pas dire la classe révolutionnaire et la classe ouvrière. Non, il va dire les ouvriers est une condition, un mode de vie, un rapport au monde, l'exploitation, etc. Mais ce qui va identifier comme révolutionnaire est la classe pour soi. Ça veut dire quoi, la classe pour soi? Eh bien, la classe dans le devenir. Vous comprenez? Il va dire la classe là, non pas la classe comme un élément ici. Oui. Alors, l'information qui arrive ici, si on revient à l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, les stimuli qui va prendre une forme d'information, c'est un stimuli qui va limiter ma puissance d'agir. Pourquoi? Parce que ça ne sera jamais une information qui viendra comme une compréhension. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Notre question, c'est quoi? Notre question de l'agir, vraiment. La question de l'agir, c'est que, comme j'ai commencé à le dire la dernière fois, cet espace-là, qui n'est ni la perception pure, ni la conscience pure, n'est-ce pas? Cet espace-là, c'est l'espace de notre existence, n'est-ce pas? C'est l'espace tiraillé, n'est-ce pas? Entre ce qu'on pourrait dire les corps purs, hein, et la conscience. Ces corps purs, je vous ai raconté plusieurs fois qu'on m'invite quelques fois par an au centre d'entraînement des athlètes de haut niveau, non? À Bordeaux, voilà, dans lequel il y a les entraîneurs. La dernière fois, c'était il y a 10 jours, il y avait l'entraîneur des champions mondiaux de cyclisme, ceux qui entraînent. Alors, il y a des entraîneurs et des scientifiques, non, des biologistes, qui s'occupent de mesurer ce qu'on appelle les voies métaboliques, hein, pour essayer d'avoir des performances.
Et alors, 2-3 fois par an, on m'invite pour parler de quoi? Pour parler justement de mon travail sur la singularité du vivant. Et alors, le samedi était très très intéressant parce que ces biologistes-là et ces entraîneurs qui savent de biologie énormément, et sont pas comme des biologistes, vous voyez, qui travaillent de leur côté dans quelque chose qui plus ou moins l'intéresse. Et ils ont une sorte de preuve de réalité permanente. C'est-à-dire que si eux, ils identifient une voie métabolique, ils disent là, il y a une molécule d'oxygène, là, il y a 10 secondes dans lesquelles il peut, par rapport à telle courbe, etc., faire une performance, vous comprenez, ils sont dans une sorte de vision absolument agrégative du corps. Agrégative du corps. Alors, ils m'invitent pour dire en quoi je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Mais ce qui était très intéressant, c'est-à-dire c'est que les corps, ils devenaient une fiction de ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire une fiction de cette perception diffuse. Hein? C'était que des courbes métaboliques, etc. Et informées ici. Mais ce qu'il n'y avait jamais, c'était les corps. Vous voyez, les corps, donc, on ne sait pas ce qu'on peut. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de savoir sur les corps. Mais ce qu'ils appellent le corps, ça existe soit ici comme des processus disloqués, soit ici comme conscience. Ouais. Alors, effectivement, ce qui va se passer, c'est que dans notre société, de plus en plus, on aura un phénomène de rétrécissement, vous voyez, de la aperception comme constitution objective d'un soi. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus dans une information qui vient de ce type consciemment et dans une croyance de que ce qui nous constitue, ce sont les voies métaboliques, les circuits, etc., qui existeraient objectivement là. On est entre deux réductionnismes finalement. On est entre le réductionnisme d'une information purement symbolique et le réductionnisme de la croyance de que je pourrais avoir accès, c'est une illusion, que je pourrais avoir accès vraiment aux voies métaboliques qui constituent quelqu'un. Moi, je suis intervenu, ils sont très très sympathiques, contrairement aux autres chercheurs qui sont très éloignés des pratiques. Ils sont très sympathiques parce qu'ils ne sont pas des idéologues, en principe. Non, ils ne sont pas des idéologues. Et ce qu'ils cherchent, c'est comment faire pour que les mecs fassent des performances. Non? Et alors, donc, pendant toute une journée d'entendre parler des voies métaboliques des champions mondiaux de vélo, les voies métaboliques de Manodou, les garçons Manodou, les voies métaboliques, je dis, bon, écoutez, moi, pendant toute la journée, l'image que j'avais, c'est comment vous réagirez si je vous montre les voies métaboliques d'un couple en train de faire l'amour. N'est-ce pas? Et alors, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils pensaient que oui, pourquoi pas, finalement, on pourrait être plus performant, vous voyez. Et l'idée, c'est quand même que, effectivement, il y a quelque chose qui, dans cette connaissance, est tout à fait méconnu, qui est le corps. Hein, qui est le corps. Hein. Je donnais l'exemple, qui est un exemple en médecine très connu, en obstétrice, etc., dans la maternité, c'est très connu. Vous savez, c'est les femmes qui souffrent d'une stérilité redoutable, que tous les traitements, rien ne peut pas avoir des enfants, et qui adoptent un enfant. Et il y a un pourcentage très haut, je ne me souviens pas quel est le pourcentage, mais il est très haut, de ces femmes qui, une fois qu'adoptent un enfant, ont un enfant, tombent enceintes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous voyez, c'est-à-dire, à niveau des soi-disant voies métaboliques, elle est stérile. Mais on ne sait pas ce qu'un corps peut. Eh bien, le problème, c'est qu'on laisse de moins en moins la place. Et les temps, c'est pour ça qu'on parlait de temporalité, si la question corporelle, c'est pour ça que je l'assimile au temps, les temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on laisse de moins en moins la place au corps pour montrer, hein, on ne donne pas le temps au corps pour montrer ce qu'un corps pourrait. Par composition, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand une femme dite diagnostiquée irréversiblement stérile va tomber enceinte? Ce qui se passe, c'est qu'il y a notre corps, il y a une expérience corporelle de maternité, il y a quelque chose qui va rendre possible cette rencontre entre l'enfant adopté, n'est-ce pas, et son corps, et son quotidien, son être au monde qui change, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas comme on dit aujourd'hui dans la société sérialisée, il y a ma vie, donc mes enfants, il faut qu'ils me laissent vivre ma vie. Bon, à ta vie, il est sorti un foroncle, n'est-ce pas, un appendice, c'est-à-dire, il n'y a pas ta vie et le monde, quoi, c'est-à-dire ta vie, bon. Alors, la femme va expérimenter
la maternité, et donc, puisqu'elle expérimente la maternité, son corps fait céder la stérilité. C'est pas mécanique, c'est un pourcentage haut, si vous voulez, je peux regarder parce que je l'avais cité dans un bouquin sur médecine et biopouvoir, mais je ne me souviens pas du tout. Oui, mais à ce moment-là, ça change ce qui est en bas, par ça. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement... Parce qu'il se passe bien quelque chose dans son corps, mais au point de vue justement du métabolisme et de tout ça, là, si, le problème, c'est qu'à niveau de métabolisme, il y a un X total. Oui. Tu vois, par exemple, une chose que j'étais très étonné parce que des biologistes du CNRS auraient du mal à me l'accepter de dire comme ça, mais qu'ils acceptaient, c'est... T'imagines, ils savaient toute la journée montrer des courbes et des trucs, mais hyper précis. Et je te dis, avec une soumise toute en principe de réalité, il faut que les champions gagnent quelques secondes, n'est-ce pas? Et à la fin, moi je dis, attention, parce que tous ces graphiques-là, d'un point de vue épistémologique, sont à traiter comme si. Et il ne faut pas oublier que c'est un comme si. Parce que la différence entre la carte et le territoire, on a du tort à l'oublier. Et bien j'étais très surpris que des gens qui gagnent leur pain, qui en plus sont à ce niveau-là, ben, ils ont trouvé très intéressant de dire effectivement il faut que nous on étudie des côtés épistémologiques cette tendance à prendre la carte pour les territoires. Pourquoi? Parce que les voies métaboliques existent ici. Et j'ai dit, si je traite ça d'après cette carte, j'obtiens plus ou moins des résultats. Vous comprenez? Mais la carte, elle est là. La carte, ce n'est pas les processus métaboliques. À vrai dire, dans les champs biologiques, pour reprendre les mamotretos, dans les champs biologiques, il n'y a ni processus métabolique, ni rien. C'est-à-dire, les champs biologiques, je peux faire l'hypothèse qu'il y a des voies métaboliques. Si je fais l'hypothèse qu'il y a des voies métaboliques, je ne m'égare pas, n'est-ce pas? Si je crois que le champ biologique est matériellement structuré par des voies métaboliques, c'est sûr que je me mets le doigt dans l'œil. Vous comprenez? C'est-à-dire, alors, ce qui est en train de se passer dans notre monde, c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple de la femme stérile, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, comme on croit que mes connaissances sont la connaissance d'ici, comme on croit que la carte, hein, c'est un peu l'assimilation digitale, hein, c'est-à-dire quand on dit il n'y a pas de différence qualitative entre le monde digital et les corps vivants. Hein. Eh bien, plus je crois que ma carte est identique à ça, plus j'agis sur les corps en suivant ma croyance. Donc, je diminue l'espace du corps. Vous comprenez? En diminuant l'espace des corps, du corps, eh bien, je diminue la possibilité d'agir. Oui, donc si j'ai bien suivi, il y a une pratique à laquelle Madame faisait allusion en début de la séance, qui est la pratique de l'attention sur une tension unifiée. Je ne sais pas quel mot vous avez utilisé. Une attention, conscience unifiée. Conscience unifiée, c'est oui. ça. Donc en fait, si elle, autrement dit méditation plus communément, c'est une des pratiques qui permet de baisser le seuil. Mais absolument, c'est-à-dire, oui, c'est pour ça que... c'est parce que voilà, si tu veux, Varela, il y avait ses côtés, qui avaient le côté bouddhiste et le côté scientifique en tant que biologiste. Mais ce qui était intéressant, c'est que son être bouddhiste lui permettait de ne pas croire que tu pouvais discrétiser ici vraiment des voies métaboliques. Il disait, on doit expérimenter son corps. Tu vois, on doit expérimenter son corps. Donc, quelque part, il incorporait la négativité qui dit je ne suis ni ça, ni ça, ni ça. C'est pour ça que je dis que la résultante précède les vecteurs. Parce que les vecteurs, c'est quelque chose, une hypothèse que je fais au fur et à mesure que la résultante évolue. C'est compréhensible? C'est pour ça que l'existence précède l'essence dans la phénoménologie. Hein? Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que j'existe, j'émets des hypothèses et je dis ah, je suis comme ça, bon, mais parce que mon corps est comme ci, je suis comme ça parce que j'ai eu telle histoire, je suis comme, vous comprenez? C'est-à-dire que je suis comme ça parce que, mais donc, les vecteurs, et c'est là où le parallèle avec la mécanique, je sais, n'ira pas du tout, hein, ce qu'on va appeler les vecteurs n'adviennent à l'existence qu'une fois que la résultante en situation, en existence, émerge. Hein? Alors,
la question de l'agir est celle-là. La question de l'agir est celle-là. La question de l'agir, c'est que dans notre société, de plus en plus, vous voyez par exemple, qu'est-ce qui se passe avec les athlètes et les champions de ces gens-là? Ce qui se passe avec les athlètes et les champions de ces gens-là, c'est que de plus en plus sont dans une modification artefactualisante du corps qui limite le corps. Vous voyez, par exemple, une chose qui était évidente et que ça, effectivement, ça les intéressait comme dialogue, et c'est un dialogue vraiment amical, hein. C'est-à-dire de dire, avec vos analyses, avec vos profils, etc., non, vous êtes en train de faire un entraînement qui va médiocriser, non, c'est devenir médiocre, hein, l'athlète. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, vraiment, est dans un rapport avec son corps, la puissance de son corps, hein, sera éliminé. Parce qu'il n'acceptera pas la grille trop étroite de cet entraînement fait au nom des voies métaboliques, vous comprenez? Alors j'ai donné des exemples, je ne connais rien, mais je vais donner des exemples. Je dis, les fameux rois Pelé, par exemple, au Maradona, vous voyez, l'Argentin, bah, sont des gens, moi je ne connais rien du tout, mais j'ai entendu dire qu'ils jouent d'une façon très bizarre. Vous voyez, très bizarre. Pourquoi ils jouent d'une façon bizarre? Ils jouent d'une façon qui ne correspond pas au modèle de performance issu des voies métaboliques, par exemple, des schémas. N'est-ce pas? Alors moi je disais, bah, justement, les athlètes qui vont accepter un entraînement trop modélisé seront justement des athlètes d'une certaine médiocrité, et vous allez être exclus justement des athlètes qui voudront s'hybrider avec vos connaissances, mais non pas soumettre leur corps à un modèle ici, non, de ce qu'on croit être un corps ici. Vous comprenez? Alors, tout, c'est-à-dire l'enfant qui, plutôt qu'apprendre à faire une racine carrée, appuie un bouton, l'enfant qui n'écrit plus à la main. Par exemple, écrire à la main, c'est une expérience corporelle. Vous savez, quand vous écrivez à la main, il y a des connexions, des réseaux qui vont se développer et qui vont complexifier l'architecture cérébrale. Alors, il y a moins de corps, vous comprenez, il y a moins de corps. Et le confort, effectivement, c'est cet appel à ce qu'on appellerait le service des biens, être au service des biens. Hein. Être au service des biens, que c'est l'intérêt ou le bonheur, hein, c'est l'hédonisme ou l'utilitarisme. Hein, les philosophes anglo-saxons, qui, Jeremy Bent, parmi d'autres, n'est-ce pas, qui est le plus connu en France, parce que Foucault l'a fait connaître, hein, il parle de ces deux moteurs pour l'humain, l'utilité et le bonheur. Mais l'utilité et le bonheur sont deux considérations en extérieur par rapport au corps. Vous voyez? Parce que on ne peut pas savoir de quel côté poussent les désirs. Mais ce qu'on sait, c'est que la croyance unidimensionnelle qui pourrait rabattre les désirs sur bonheur ou utilité, eh bien, va toujours aller en perte d'être. Hein, en perte d'être. Alors, je ne sais pas si... Si je peux intervenir pour répondre à ce que vous disiez, ce que Varela a fait, c'est prendre conscience, plutôt expérimenter sa conscience dans son corps. Voilà, en fait c'est ça. C'est faire le lien entre le corps et l'esprit. Et grâce au bouddhisme, alors il y avait le bouddhisme, si on prend le taoïsme, c'est exactement la même chose. Hein. Le vipassana, la pratique de vipassana. Tout à fait, c'est ça. Et les résultats sont les mêmes. Et on arrive à un non-agir, mais qui est actif justement, parce que quand on agit vraiment. Et c'est autre chose que d'agir en faisant des mouvements, puis il n'y a rien du tout, quoi. Non, donc c'est une conscience du corps. Varela est quand même un biologiste qui a su... Parce que, qu'est-ce qu'ils font là, les gars, les centres d'entraînement? Ils ont une vision tout à fait bottom-up, n'est-ce pas? Une vision bottom-up, une vision qui vient de ce qu'ils imaginent être la base, mais c'est toujours une illusion, n'est-ce pas? Parce que ce que j'imagine être les éléments de la base, c'est toujours une production symbolique, vous comprenez? C'est-à-dire que plus je dis, non, attends, là on va parler du concret,
n'est-ce pas? Alors on dit, le concret, c'est par exemple les voies métaboliques. Je découvre les voies métaboliques. Ok. Bah, plus je veux découvrir la base, n'est-ce pas? Plus je suis attrapé et piégé dans une vision absolument idéaliste de ce que je veux décréter qui est la base. Alors, cette vision bottom-up, le problème c'est quoi? Le problème c'est que de l'autre côté, il y a la vision top-down, d'en haut vers les bas, qui est un autre réductionnisme, qui veut ignorer qu'il y a quand même des processus. Vous comprenez? Il y a des processus. C'est-à-dire qu'ici, il y a des processus, il y a des temporalités que je ne peux pas connaître en transparence, mais que je peux quand même interagir avec elles, et pas toute théorie, pas toute pratique est pareille au même. N'est-ce pas? Alors donc, la voie top-down est une voie dans laquelle même la recherche scientifique est impossible, parce qu'il n'y a pas de recherche scientifique sans réductionnisme, c'est-à-dire que je ne peux pas étudier tout. Vous voyez, c'est-à-dire... Mais Barrella est quelqu'un qui a su, effectivement, articuler la voie bottom-up avec la voie top-down. Et au milieu de ça, c'est très drôle parce que eux, ils travaillaient avec Jean Petitot et d'autres épistémologues et biologistes français qui parlaient beaucoup de la forme, etc. Donc, s'intéressaient à Aristote, je ne sais pas quoi. Et ils ne connaissaient pas, ils connaissaient comme ça, mais ils n'avaient pas étudié, ils ne se basaient pas dans tous les cas dans Spinoza. Mais dans son travail, justement, il avait trouvé, là, ce que tu évoques par rapport à cette expérimentation du corps, n'est-ce pas? Mais il avait trouvé effectivement quelque chose qu'il avait mis au milieu qui est un non-savoir. Ouais, un non-savoir de ce qu'un corps peut. Ouais. Et il a pu articuler les deux, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la magie, il n'est pas dans la magie top-down. Vous voyez, la magie top-down, c'est la magie aussi dans laquelle tombe la psychologie psychosomatique, souvent, n'est-ce pas? Dans laquelle on va dire, si ta tante, je ne sais pas quoi, tu as une ongle incarnée. Non, ou le patient dit, voilà, j'ai une tumeur, alors, vous voyez, le truc, il y a une tumeur à la gorge, il dit, ça ne m'étonne pas, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Alors bon, effectivement, au bout d'un moment de développement du tumeur, il ne pourra plus rien dire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une tumeur, vous comprenez? Donc la voie top-down est toujours une voie magique. On a beau écrire une bibliothèque entière de psychologie, si cette psychologie-là a une interprétation monocausale top-down, elle est magique. C'est pour ça qu'on va le poser. Parce que c'est monocausal. Parce que c'est monocausal, absolument. C'est-à-dire que, vous voyez, dans tous les services de psychiatrie, un peu partout, on va voir ce truc comme ça de, vous voyez, jouer au docteur. On aime beaucoup jouer au docteur parce que, bien qu'on soit docteur, vous voyez, c'est-à-dire le mec d'à côté qui travaille, je ne sais pas, en ORL, l'autre qui travaille, je ne sais pas, d'autres trucs de cœur, cardiologie. Ils ont un cœur, vous voyez, il le touche, il l'ouvre, il le rafistole. Tandis que l'autre, il a le conscient, l'inconscient, mais ça, tu le trouves où? Alors ils essayent, plus leur objet de travail est flou, plus ils essayent de faire des lois très rigides, vous voyez. Et toujours les somaticiens sera plus tolérant que les psys. Pourquoi? Parce que les psys, il faut bien quand même qu'ils s'accrochent de quelque chose. Alors, comme il ne sait pas s'accrocher de son objet, il s'accroche dogmatiquement de sa théorie. Et alors donc, la voie top-down est une voie qui est toujours un côté magique. Bon, ce qui a fait Varela, c'est ça. Varela, il va découvrir, grâce au bouddhisme, lui, moi, grâce à Spinoza, je disais, mais non, mais Spinoza a même écrit ce que tu as trouvé en physiologie. Et alors, qui est l'effet de que ici il y a un non-savoir que je ne peux pas l'écraser, que ce n'est pas de l'ignorance. Hein? Alors, la capacité d'agir, je voulais donner 2 ou 3 exemples. De toute façon, les 2 autres fois, on va se centrer, on va continuer là-dessus, on va continuer sur l'agir avec des exemples sociaux, cliniques, politiques, etc., scientifiques. La capacité d'agir a, pour Spinoza, c'est parallèle entre la pensée et l'étendue, n'est-ce pas? Entre le corps en tant que matière
et la pensée en tant qu'incorporelle. Hein? Alors, cette parallèle-là, c'est ça, le parallèle est expliqué, j'espère, par ces petits schémas un peu réductionnistes, dans lesquels le parallèle entre la connaissance et le corps est donné parce que la connaissance est toujours une connaissance qui sera une idée adéquate parce qu'elle est expérimentée par les corps. Alors, il n'y a pas une correspondance entre la pensée et l'étendue pour Spinoza. La pensée ne représente pas l'étendue, et l'étendue, ce n'est pas la preuve que la pensée a raison. Il y a un parallélisme. Hein, c'est le monisme de Spinoza. Il va dire la substance, c'est ce qui existe. Hein. Il y a deux attributs, qui sont la pensée et l'étendue. Hein. Il y a plus d'attributs, dit-il, mais nous on connaît que la pensée et l'étendue. Et alors, ce parallélisme, il est donné ici. Vous comprenez quand je dis connaître est agir, est agir. Ça veut dire que ce que je connais a une forme pensée et il y a une forme corporelle. Et il y a un parallélisme là. La discontinuité vient, comme les joueurs que citait Bastien, hein, la discontinuité vient quand arrêter de jouer, pour les joueurs, arrêter de fumer, arrêter de n'importe quoi, hein, quelle addiction, arrêter n'est pas quelque chose qui se manifeste comme une expression d'une idée adéquate, vous voyez, mais comme une décision consciente. Comme une décision consciente. Alors c'est là où il y a une discontinuité. Il y a une discontinuité parce que mon corps n'y est pas. Vous voyez? Alors c'est ce qu'on appelle la différence entre pensée critique et sens commun. Hein? Le sens commun, ce n'est pas une erreur. Le sens commun, c'est toujours ce qui est très proche d'un certain vécu. Hein? Le sens commun ne se trompe pas. Vous vous rappelez quand Bastien lisait ces passages de Platon dans lesquels Socrate interroge les sophistes, il dit si tu parles devant la foule et un médecin parle devant la foule, lequel de deux le peuple croira qu'il sait plus de médecine? Alors le sophiste il dit c'est moi, il va croire que moi je sais plus. Et alors la conséquence un peu platonicienne désagréable de ça, c'est l'élitisme platonicien, n'est-ce pas? C'est dire, mais voilà, ces corps-là, hein, ces simulacres, comme dirait Platon, qui sont condamnés à l'erreur, hein, ces corps-là ne peuvent qu'être trompés, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont trop proches du vécu. Hein. En tant que la pensée critique, la pensée rationnelle, elle est dans la vérité. N'est-ce pas? Or, la vérité, c'est que c'est un peu différent. C'est-à-dire que le sens commun, parce qu'effectivement très proche d'un vécu, ne va pas accepter n'importe quel sophisme. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que Hitler parlait pour les masses et les masses étaient hypnotisées par Hitler. La vérité, c'est plus proche de ce que va dire William Reich quand il dit à un certain moment, le peuple a désiré le fascisme. Il n'a pas été trompé. Vous comprenez? Dans un certain moment, vous voyez, c'est-à-dire que Salvini en Italie, Salvini en Italie, c'est hyper triste, et non pas pour ces grossiers personnages, c'est hyper triste parce qu'une énorme partie du peuple italien est en train de désirer le fascisme. Vous voyez? Donc, des côtés de sens commun, pas tout est possible, pas tout sophisme est possible. Vous voyez? Si Hitler s'est pointé à ce moment-là, et tout à coup, il y avait boum, une commotion cérébrale, il disait non, aimons-nous les uns aux autres, ce qu'on raconte des juifs sont des conneries. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'on pendait Hitler et on mettait un autre à la place, vous comprenez? Parce que les sophistes ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Donc les sophistes de Platon, dans ces dialogues, c'est quoi les dialogues? Gorgias. Les Gorgias. Dans les Gorgias, les sophistes du Gorgias, à vrai dire, contrairement à ce qu'il veut faire dire Platon, quand il parle de médecine, effectivement, il ne parle pas comme celui qui a une connaissance des pensées critiques de la médecine. Mais ce dont il parle, si le peuple le croit, c'est parce que c'est proche d'un vécu. Vous voyez? Et de la même façon, la pensée critique, quand la pensée critique commence à produire des pensées qui apparaissent comme possibles, hein, comme en étant possibles, si elles ne sont pas comme possibles par rapport au corps,
ils produisent des dégâts. Vous comprenez? Ils produisent des dégâts. C'est-à-dire que ce système, ce dispositif occidental, très très occidental, et platonicien et cartésien, n'est-ce pas? Les corps, source d'erreur, la conscience, source de la vérité, eh bien, est très dangereuse parce que cette dichotomie-là, ce qui a fait, c'est qu'en permanence, on était toujours platonicien, toujours cartésien, et on a cru que la pensée critique devait orienter nos pas. Et c'est là où il y a cette utilisation déraisonnable de la raison, ce qu'on appelle le rationalisme, n'est-ce pas? C'est une utilisation déraisonnable de la raison qui systématiquement va faire, dans les cas des joueurs qui disent « j'arrête de jouer demain », c'est grave pour lui et sa famille, mais quand c'est la révolution pensée rationnellement, n'est-ce pas? Quand c'est même les tentations qui existent aujourd'hui de nos amis écologistes, par exemple, qui commencent à dire, et ils le disent la meilleure bonne foi possible, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui commencent à dire, mais il faut quand même une décision politique pour que les gens arrêtent de circuler en bagnole comme ça. Il faut une décision politique. Vous voyez, alors, ils font des calculs, et leurs calculs sont exacts. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la pensée critique, l'analyse concrète et réelle, vous voyez, c'est-à-dire bien fait, non, de ce qui nous conduit au collapse, impliquerait qu'il faudrait quand même limiter l'agir des gens. Eh bien, le problème, c'est que cette pensée critique, qui est pour le bien, pour tout ce que vous voulez, eh bien, comme cette pensée critique, elle est trop éloignée du vécu des gens, vous voyez, le vécu des gens, parce qu'on dit, si les gens étaient moins idiots, pour le dire bêtement, si les gens étaient moins idiots, et ils ne se mettaient pas à aimer leur voiture, à vouloir rouler en voiture, etc., on éviterait le collapse. Eh bien, ce qui manque à cette pensée critique, c'est la réalité de que, eh oui, mais les gens ne sont pas moins idiots. Vous voyez, c'est-à-dire, les gens vont avoir une identification narcissique, libidinale sur la voiture, et toute restriction de la voiture d'en haut, qui vient d'en haut, il va provoquer une réaction absolument inverse. Je me souviens, à l'époque où on imposait petit à petit la ceinture de sécurité, et qu'il y avait un tas de rebelles qui disaient « à moi, on ne m'impose rien ». Ils disaient « bon, on ne t'impose rien, tu vas t'imposer les pare-brises dans la gueule, les pare-brises dans la gueule, tu verras, non ?» Mais c'était une expérience de longues années, n'est-ce pas, qui petit à petit a fait qu'il y a eu une dialectique assez saine, vous voyez, entre la prédiction de ce qui se passe si tu ne portes pas la ceinture de sécurité, avec des expériences que tu te prends les pare-brises dans la gueule, n'est-ce pas, qui a fait qu'on a pu changer quelque chose. Vous voyez? Alors, avec du temps, avec beaucoup de temps. Exactement. C'est là avec où la du temps. temporalité agit. Absolument. C'est là où la pensée critique, avec les modèles et surtout ce qui aujourd'hui représente le point culminant de la pensée critique, qui est les modèles digitales et les machines digitales qui prévoient, qui déterminent, etc., eh bien, toujours sont dans l'ignorance. On ne sait pas ce qu'encore peu, qui veut dire il faut laisser la temporalité. Il faut laisser la temporalité. Mais quelle temporalité? Oui. Est-ce que ça signifie qu'une action politique d'urgence est impossible? Et j'ai en tête une situation qui est la guerre, une situation où il me semble qu'elle est possible, cette politique d'urgence. C'est-à-dire qu'on peut accélérer les changements. Donc en fait, je me pose la question aussi sur la situation. Dans quelle situation une façon d'agir plus rapide est-elle possible? Écoute, moi je crois que il y a des moments dans lesquels il y a comme des décalages des processus. Un exemple clair en France, c'était quand Badinter abolit la peine de mort. La majorité de l'opinion publique était pour la peine de mort, mais visiblement ce qui s'est passé, c'est que c'était l'acmé, comme diraient les Grecs, tu vois, c'était le bon moment dans lequel tout à coup l'intervention au niveau de l'État correspondait à quelque chose d'un processus existant, tu vois. Alors, c'est quand Sartre dit dans la guerre il n'y a pas de morts innocents, par exemple. Vraiment c'est horrible, mais ce qu'il veut dire c'est que personne n'est en dehors de son époque.
Et si les processus, pour dire comme ça, anti-guerre, si les expériences anti-guerre, anti-nationalisme déjà, tu vois, s'étaient développées suffisamment, ou même pas anti-guerre, tu vois, qu'est-ce qui est arrivé en Italie, tu vois, la réalité italienne ne donnait pas comme pour une guerre. Tu vois. Alors les Italiens, ils partaient au premier coup de fusil, ils se retiraient en courant, tu vois, et ils n'ont pas fait la guerre. Tu vois. Ils n'ont pas fait la guerre. Alors, ils n'ont pas fait la guerre. Après, quand ils l'ont dit à Mussolini, tu nous donnes les Juifs, les mecs, c'est pas qu'il adorait les Juifs, tu vois, mais le fait est qu'il y a eu très peu de Juifs déportés, tu vois. Et pourquoi? Il y avait une réalité d'expérience, une réalité de temporalité, de construction de l'Italie qui ne correspondait pas à l'idée nazie. Hein, qui était quand même une différence importante, aujourd'hui ça semble estomper, mais une différence importante entre le nazisme et le fascisme. Tu vois. Alors, moi je pense qu'effectivement c'est quand même une grosse tristesse à la fois, mais une tristesse avec laquelle il faut quand même pouvoir vivre. Non? C'est que quand on comprend quelque chose rationnellement, entre ce qu'on comprend et l'agir, il y a quand même l'épreuve de réalité des corps. Où en sont les corps, tu vois? Qu'est-ce qu'ils produisent les corps? De quel côté produisent? De quel côté ça désire les corps? Tu vois? Parce que il n'y a aucune... Tu vois, Spinoza, il dit et l'homme peut être détruit parce qu'il n'y a aucune assurance de que l'homme n'est pas un empire dans l'empire. Donc il n'y a aucune raison transcendante pour que l'homme ne disparaisse pas. Il n'y a aucune raison transcendantale ou transcendante pour que l'homme ne détruise pas la vie. Alors, ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas dire ce que je pense bien, mettons, ce que je pense bien et qu'il y a des côtés du bien, etc. Il n'y a aucune raison transcendante dans laquelle ma position devra se développer. C'est-à-dire que l'idée adéquate, c'est un point qu'on verra certainement la prochaine fois, mais avoir une idée adéquate ne veut pas dire rétablir un universel. Tu vois, c'est dit d'une façon un peu jargonnante. Tu vois, c'est-à-dire que vous vous rappelez l'exemple que j'ai donné de la bonne femme dans l'avion et les mecs. C'est-à-dire qu'on était pour atterrir à Paris, il y avait une tempête terrible. Et les pilotes, avec la voix un peu chevrotante, dit éteignez tout. Les hôtesses sont allées s'asseoir et s'attacher, vraiment parce que c'était un moment visiblement dangereux. Et à côté de moi, il y avait une jeune femme qui s'est cachée pour téléphoner et un con qui continuait à travailler sur Internet, un truc, un peu en se cachant. Et alors donc, l'idée adéquate, c'est quoi à ce moment-là? Il n'y a pas une symétrie. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une symétrie. Comme les relativistes diraient, bon, chacun son truc, finalement, le plaisir de la fille, c'était de téléphoner, mon plaisir, c'était d'arriver vivant, bon, chacun son truc. Alors, moi, je pense qu'il y a une idée adéquate. L'idée adéquate, c'est la possibilité d'expérimenter le plus largement possible les vecteurs qui te composent à ces moments-là. Mais l'idée adéquate ne crée pas un socle commun, ne crée pas un socle universel. C'est-à-dire que la fille qui téléphone n'est pas privée d'un savoir. Vous comprenez? Chaque état est parfait et complet. Alors, la fille, elle n'a pas accès à ça. Vous comprenez? Parce que la fille va s'identifier avec le libre arbitre, par exemple. Ouais. Il va s'identifier à... Il est dans une autre scène. La fille est dans une autre scène. Ceci n'empêche pas qu'elle va si on s'est craché, elle s'est crachée comme moi, vous voyez. Mais l'effet qu'il y ait ce type de dimension de réalité, mais si on se crache ensemble, n'est jamais un universel. Tu vois? Oui. Et du coup, la question qui est soulevée, c'est celle de l'action collective. Absolument, du commun, tout à fait. La question, c'est que pour élargir la perception, ça veut dire comment... Par quel moyen je peux être affecté par mon corps, par la disparition des moineaux à Paris? Par quel moyen? Comment je fais pour m'apercevoir, non pas savoir, mais m'apercevoir? Et m'apercevoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est modifié dans mon corps. N'est-ce pas? Quelque chose qui est modifié dans mon corps. Effectivement, la question c'est comment je peux déployer les idées adéquates qui sont des idées aussi qui vont vers le commun.
hein, vers les communs. C'est une connaissance. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à ta question, qui est une question hyper angoissante, tu vois, qui est de dire, mais finalement, est-ce que les mecs sont en train de faire des lobbying à Bruxelles pour Monsanto, par exemple, mais lui, il est con, il ne sait pas qu'il est aussi empoisonné que moi. Non, il n'est pas con. Lui, il fonctionne dans un élément que lui, il va nommer comme son identité. Vous comprenez? Le mec, il dit, moi, je suis lobbyiste pour Monsanto. Vous voyez? Il refuse d'être là. Mais il n'est pas privé de ça. Il est structuré à un niveau moindre de perfection, du reste, innocent. Ça, c'est pas rassurant, mais... Pas seulement c'est pas rassurant, non, pas seulement c'est pas rassurant, sinon que c'est très compliqué. Parce que quand les copains et les copines disent quelque chose que nous sommes archi touchés de telle cause, sans parler des causes écologiques, qui sont des causes dans lesquelles l'avion c'est tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, c'est-à-dire, l'avion c'est tout le monde. Alors, le côté naïf, ça serait de dire, mais il faut informer, qu'on va se casser la gueule. Mais la personne qui est identifiée avec son rôle de lobbyiste, la personne qui est identifiée avec son rôle d'impresario, n'est-ce pas, de financier, il est identifié, vous comprenez? C'est pas que il a une tangente qui le conduit vers les communs et qu'il fait le con. Non, il est identifié. Il est identifié. Vous savez, parfois j'avais cité cet exemple de les ponts sur la rivière Kwai, un vieux film. Bon, en deux mots, voilà, c'est un groupe de soldats, des militaires anglais qui sont faits prisonniers par des Japonais. Et alors à un moment donné, les colonels qui dirigeaient les prisonniers anglais, on leur dit, bon, il faut que tu construises un pont, tu es ingénieur, il faut construire un pont pour que nos troupes passent. Alors le mec dit, pas question, ça sert à une trahison, pas question. Bon, on les pressionne, on torture ces hommes, je sais pas quoi, et ils décident de faire les ponts. Bon, bref, le pont est fait, ils vont passer les troupes japonaises, et alors ils arrivent deux agents anglais, ils s'infiltrent dans les camps, ils leur disent, bon voilà, tu as construit le pont, c'est génial parce qu'on va les faire sauter quand les troupes japonaises passent. Et l'autre, il dit, absolument pas. Vous n'allez pas détruire mon pont. Pourquoi il dit absolument pas, vous n'allez pas détruire mon pont? Parce que justement l'individu n'est pas suffisamment substantiel comme pour être autonome de ce qu'il produit. Ce que je produis, mes produits. Les colonels anglais étaient devenus ponts. Vous comprenez? C'est-à-dire que détruire les ponts, c'était les détruire. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas colonels anglais dans toute situation. Vous comprenez? Cette pratique d'ingénieur, de construire un pont, de le faire le plus parfait possible, a fait que quand les agents anglais arrivent, ils croient parler avec les colonels anglais et ils se rendent compte que, effectivement, la stabilité est une illusion. C'est-à-dire qu'il était devenu pont. Et c'est ça le problème, tu vois. C'est-à-dire que si nous ne partons pas, et à mon avis c'est un problème centralissime, tu vois, si nous ne partons pas sur la base que tous les gens qui produisent les désastres écologiques au quotidien ou à grande échelle, n'est-ce pas, ils sont sur un autre socle. Si nous ne partons pas de cette base-là, si nous partons de la base de qu'il y a un universel et que la question c'est comment est-ce qu'on va les faire entrer dans l'universel, par la conviction, par la force, si nous ne comprenons pas que combien même la nana va se cracher la gueule si l'avion tombe, eh bien elle n'est pas dans le même avion que moi, si on ne comprend pas ça, on s'empêche d'agir. Vous comprenez? Parce que l'expérience de la nana est une expérience qui fait qu'elle elle est dans l'avion, mais de la même façon que les lobbyistes à Bruxelles et dans le monde, vous comprenez? Mais simplement, c'est un vecteur qui ne la définit pas. Vous voyez? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est, et c'est la pathologie sociale et la pathologie tout court, c'est à quel vecteur je m'identifie. Parce que si je m'identifie de façon saturée à un vecteur, je n'ai plus accès aux idées adéquates qui, effectivement, produisent du commun. Oui, mais son expérience, c'est sa détermination à elle. C'est sa détermination à elle.
oui. Si, mais moi je peux lui filer une gifle à la nana et lui dire tu éteins ton portable. Mais je ne peux pas établir une dictature qui dit vous ne roulez plus en voiture. Oui, c'est ça. C'est comment c'est ça le problème. Tu vois, c'est-à-dire que l'autoritarisme a cette limite-là. C'est-à-dire que je peux être convaincu de mon idée adéquate et peut être une idée adéquate, sauf qu'effectivement, la nana n'est pas dans le même avion que moi. Pourquoi? Parce qu'elle refuse une partie de la situation, vous comprenez? Elle s'identifie à un vecteur. Or, être dans l'avion, être dans le monde, ne signifie pas non plus être un écologiste saturé en tant qu'écologiste, vous comprenez? Il n'y a pas de bonne saturation. Vous voyez? Être dans le monde, être dans l'avion signifie assumer ses devenirs en essayant d'avoir le plus possible de connaissances, non? De deuxième et troisième genre, de Spinoza, des connaissances, hein, qui nous permettent de déployer notre puissance à agir. Bon, écoutez, étant l'heure, et en ayant dit à peu près un dixième de ce qu'on pensait dire, et ce que je vous propose, c'est par rapport à ce qu'on avance, par rapport à l'agir, etc., ce que je vous propose, comme il reste 2 fois, si vous voulez, comme tu l'as fait, intervenir, mais aussi intervenir avec des questions ou avec des exemples, hein, des exemples de votre expérience, c'est-à-dire, là, ça se pose comme ci ou comme ça, on vient de le faire avec Patrick par rapport à la psychiatrie, par exemple. Bon, avant, malheureusement, c'était avant les séminaires. Mais si vous voulez intervenir un tout petit peu en disant, bon, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en fonctionnement, n'est-ce pas, comment on peut mettre tout ça en dynamique par rapport à nos expériences, justement. Je vous propose de faire ça, sinon autrement, 2 choses. Il y a les 2 fois prochaines, dans lesquelles on ira les plus loin par rapport à agir dans la complexité. Et après, il se pose la question avec un autre axe, la continuation l'année prochaine. Voilà. Bien. Amen.